Jugez par vous-même. Le talgo le plus luxueux du monde, qu'est-ce que c'est? Chai salada de bouillon. Ok, tiens, ok. La première étape de cet itinéraire à travers le désert saoudien est la ville d'Alula. Comment va le train? Tout va bien? Oui, à 22h Médine, mon train? Oui. 1 heure avant? 1 heure avant? D'accord. Je vais manger? Non. Il y a un problème. D'accord, vas-y. Merci. Assalamu alaikum depuis Jeddah à la gare de Jeddah. Comme vous pouvez le voir, derrière moi se trouve ni plus ni moins que le Talgo 350 fabriqué en Espagne. Comme nous l'avons déjà fait en Asie centrale, où nous avons vu le train reliant les villes de Samarcande à Bukhara et Tashkent, aujourd'hui il est temps d'essayer le train du pèlerin, le train qui relie les villes saintes de Médine et de la Mecque. De plus, nous allons le faire d'une manière très spéciale, à la manière d'un cher en classe affaires. Allons-y. Avant tout, je veux que vous jetiez un coup d'œil à la gare. À quel point cette gare de Jeddah est grande. Est-ce que je dois vraiment compter un talgo ici maintenant? 2, 3, 4 et 5 là-bas au fond, qui sont chargés de relier exclusivement ces villes saintes, des villes que tous les musulmans doivent en visiter au moins une fois dans leur vie. Regardez Talgo, est-ce qu'ils vont devoir me payer pour la publicité que je leur fais? Je viens d'Espagne. Mashallah, bienvenue en Espagne, merci beaucoup. C'est comme le train. Talgo, c'est de... Tu connais? Oui, Talgo. Mon frère travaille chez Talgo. Et comment est-ce le train? Bien? Tout va bien, oui. Train à grande vitesse, Médina 300. On va à Médina? Oui, 2 heures. Remets-le-moi, je n'y arrive pas seul. Merci beaucoup. Merci. J'ai mon départ dans 5 minutes, mais je veux vous montrer l'autre partie de la gare. Eh bien, c'est super moderne, non? Vraiment? Le consortium espagnol de 12 entreprises, Montsantrat, qui exploite la ligne, le fait depuis 2 ans, depuis mars 2022. Si je ne me trompe pas, ils ont commencé à l'exploiter et ils ont la concession pour les 12 prochaines années. Là, vous pouvez voir les wagons de la classe économie. Nous allons les regarder de plus près maintenant. La différence de prix entre la classe affaires et la classe économie, ne croyez pas qu'elle soit très grande. Oui, le billet en classe affaires, c'est bien mais cher, ça m'a coûté cher. Avec le taux de change, c'était environ 70 ou 80 euros. La classe économie coûte un peu plus de la moitié, soit 43 ou 45. Donc il n'y a vraiment pas une grande différence entre les deux billets. C'est pour ça que j'ai dit, allez, on va essayer les sièges les plus luxueux, de ce qu'on appelle le train le plus luxueux. J'ai jeté un coup d'œil à Tremanda Station, là-bas se trouve la salle d'attente. Voici déjà les quais ouverts, avec beaucoup d'espace, comme vous pouvez le voir, les plafonds sont super hauts. Et il n'y a que 2 directions, de Jeddah vers la Mecque et Médine. Voilà à quoi il ressemble. La classe économie, je trouve qu'elle a plutôt bonne allure. À première vue, les sièges semblent assez spacieux. Et voici la voiture restaurant. La voiture restaurant qui a la particularité, comme vous pouvez le voir, de ne pas être une voiture complète, mais une demi-voiture. Elle n'occupe qu'une demi-voiture, c'est quelque chose qu'ils ont fait spécialement pour ce train. Et juste à côté de la voiture restaurant, la classe affaires. On remarque tout de suite une différence au niveau des sièges. Regarde, il y a même des sièges pour les personnes handicapées. Il y a beaucoup de monde aussi. Bien sûr, il faut venir au moins une fois dans sa vie visiter la Mecque et Médine. Vous verrez beaucoup de gens, si vous venez ici, qui sont déjà âgés, très âgés, et dont le dernier rêve est justement de venir dans ces villes avant de mourir. Et il y a beaucoup de gens en fauteuil roulant. C'est pourquoi vous pouvez voir ces sièges adaptés. Voilà, c'est ma place. Jugez vous-même. Le talgo le plus luxueux, l'Alta Velocidad Española le plus luxueux, qui existe au monde, c'est le surnom qu'il a gagné. C'est parti. Devant nous, nous avons 2 heures de voyage.
Eh bien, merci beaucoup. Ceci est une serviette, n'est-ce pas? Des lingettes humides pour commencer? Là, vous avez les prises, mais ce ne sont pas des prises classiques. Vous avez directement des ports USB du type C ou le normal. Et pour les écouteurs, j'imagine. Regardez, si, c'est quoi ça? Regarde, il y a même des films. Faites attention au catalogue de films ou de contenus qu'ils ont ici. Les mauvaises pratiques de ceux qui font la Omra du pèlerinage. Qu'est-ce que c'est? Chai, salada de café, d'accord? Un peu de sa crème. Merci. Comme des chairs, de vraies chairs. Quelques dattes et du café saoudien que je n'ai jamais goûté de ma vie. Ça, du café, franchement, ça n'en a pas beaucoup, du moins au goût. Café saoudien. Je vais maintenant regarder ce que c'est. Ça a un goût un peu citronné, je dirais, un genre d'arôme que je n'arrive pas à identifier. Chers invités, vous allez entendre la prière récitée par le prophète Mohammed, paix soit sur lui, lors de son voyage. A-t-il éteint les lumières? Ce qui vient de sonner, c'est la... La supplique Du voyageur qui... Un musulman récite toujours une prière avant de voyager, où qu'il soit dans le monde. Cela ressemble à ceci. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Loué soit Allah qui nous a facilité cela, alors que nous ne le possédions pas. Et vers notre Seigneur nous reviendrons. Ô Allah, nous te demandons de nous permettre d'accomplir ce qui te plaît durant ce voyage. Mon Dieu, facilite-nous ce voyage. Et raccourcis ces distances. Je l'avais déjà entendu une fois dans un avion quand j'ai voyagé en Iran. Ou ici, quand tu viens ici en Arabie Saoudite ou que tu pars d'ici, ils te le mettent. Mais c'est la première fois que je l'entends dans un train. Ce que je regardais avant que le garçon arrive avec les dattes et le café et que l'annonce retentisse. Ce sont les seuls films disponibles ici. Je pensais qu'il y aurait aussi des films hollywoodiens ou arabes, mais non. Ce que vous pouvez trouver, ce sont des façons de visiter la mosquée du prophète, des prières dans des situations quotidiennes de la vie et d'autres films, enfin, ou des documentaires dans tous liés aux pratiques de l'islam. Catalogue plutôt limité au sujet religieux. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est le train des pèlerins. C'est un train créé exclusivement pour relier les villes saintes de l'islam, pour que nous puissions nous faire une idée de l'importance que représente l'attribution de ce contrat. Il s'agit du plus grand contrat obtenu par un consortium d'entreprises espagnoles d'une valeur de 7,1 milliards d'euros. Plus de 500 expatriés espagnols se sont rendus dans ces terres pour réaliser les travaux pendant la phase de construction. Et les modèles de Talgo, le 350 SRO, ont été construits exclusivement pour ces lignes, soit un total de 35 trains. De plus, il a la particularité d'avoir un wagon dont il n'existe aucune photo et dont on ne sait rien, qui est exclusivement réservé à la famille royale saoudienne et à son entourage. Il se compose de 12 voitures dont 2 sont des locomotives et les 10 autres sont des salles de réunion et de repos. C'est un train de luxe, beaucoup de gens l'ont surnommé un palais sur rail. Et regardez ici sur les écrans, vous pouvez voir où se trouve la Mecque, toujours indiquant la direction. En ce moment, presque 300 km/h. Et ici, nous sommes de Jeddah à Médine, il nous reste encore 1h30. Comme vous pouvez le voir, le design a des motifs arabes, aussi bien le rembourrage que les stations que nous avons vues auparavant. Tout garde ce style arabe d'architecture musulmane. Je dois dire que les sièges en classe affaires, du moins, ressemblent, je ne sais pas, à la sellerie d'une voiture de luxe ou de course. On pourrait être dans une Ferrari, BMW, Audi ou Mercedes, je ne sais pas. C'est dommage qu'il fasse nuit, parce que ce qu'on verrait ici, ce serait tout du sable et du désert. Là-bas, au fond, on peut voir les lumières de la route où passent les voitures. Pour éviter que le sable ne salisse les voies et n'abîme la circulation des trains.
Les ingénieurs des entreprises espagnoles ont développé une machine qui souffle les voies tous les jours avant que le train ne commence à circuler. Tous les jours. Et qu'est-ce qui enlève ce sable ? De plus, des murs de sable et différents fossés ont également été construits pour éviter que trop de sable ne s'accumule sur les voies. Et c'est une situation qui se répète tout au long de l'année. Au printemps et en été, cela arrive plus fréquemment, c'est-à-dire qu'il y a plus de sable à nettoyer. Toute l'année, cela reste un problème majeur, mais ce n'était pas le seul. Ce train a surmonté de nombreux contretemps pendant qu'il était en phase de test. Il me semble que la gare de Jeddah a pris feu et qu'ils ont dû construire une déviation à grande vitesse. Et ensuite, également à la veille de son inauguration. Après les essais, le Covid a frappé le monde entier. Et le trafic de passagers, on peut donc dire que ce train pèlerin n'a pas eu un parcours facile. Voyons la destination. Nous venons de faire un arrêt à la King Abdullah Economic City, une ville dédiée au roi Abdullah. À peine 30 minutes de trajet et premier arrêt. En réalité, il n'y a que cet arrêt entre Médine et Jeddah, même s'il y a des trains directs. Dans ce cas, je suis monté dans un train qui s'arrête dans cette ville. Bonjour, merci beaucoup. Voudriez-vous boire? De l'eau. C'est incroyable. Bienvenue, chef. Merci beaucoup. Merci. De rien. Rien. C'est inclus, repas compris. Voilà, bœuf, ce qui ressemble à du riz. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est, on va goûter maintenant. Peut-être un petit gâteau pour le thé et ça, la sauce pour le repas. Peut-on demander plus de 70 € pour le billet ? Je pense que c'est plutôt bien. Santé. C'est comme un repas qu'on peut te servir dans l'avion. Du riz, de la viande et un peu de pois chiches avec une sauce au yaourt et aux herbes. C'est maintenant le dessert, une douceur typiquement saoudienne dont les gars m'ont parlé. C'est à la noix de coco. Regardez les chiffres arabes. On dit toujours que ces chiffres viennent des chiffres arabes, mais je ne vois presque aucune ressemblance. Bon, le 1 oui et le 0, et il y en a d'autres aussi, le 9 aussi, mais ils sont assez difficiles à lire si tu ne les connais pas. Jetons un coup d'œil plus détaillé au wagon-restaurant, voyons s'il nous laisse le filmer. Tout à l'heure, il y avait une fille qui ne voulait pas que je la filme. Comment ça se fait ? Ça marche ici ? Il y a beaucoup de monde ? 17 équipes. À Médine, 17 équipes. À la Mecque, je ne sais pas. Et Olga, moi je ne sais pas. 7 personnes d'ici avec... Leader, 2 commerciaux, 2 entrepreneurs. 7 personnes pour toute l'intrigue. Leader. Bienvenue, ravi de te rencontrer. Je viens d'Espagne. Je m'appelle Victor. Es-tu l'Espagne? Oui, je viens d'Espagne. Pour moi? C'est spécial car... L'intrigue se situe en Espagne. Tu peux l'utiliser ici en ville? Oui. Oui. Et les voitures, elles ont aussi étudié en Espagne? Oui, mais avant, toutes les voitures étudiaient ici. De Saudia, tous de Saudia, oui. Le troisième, la voiture vient d'Espagne. Faites-le avec du style, bien sûr. Comme ça, à la manière saoudienne. Comme la Benz, non? Beaucoup. Merci. Comment ça fonctionne ici? Y a-t-il beaucoup de miracles? Il y a beaucoup de monde ici. Oui, il y a beaucoup de gens de partout dans le monde. Le monde entier. Oui, par... Plusieurs raisons Pour des raisons... religieuses et pour des raisons touristiques. Et Qu'est-ce que la ville économique? économique, est-ce Une ville d'affaires, une... ville pétrolière et D'accord. c'est... Axée sur le pétrole. Oui, j'ai entendu dire que les voitures sont aussi des femmes. Oui, elle commence à travailler dans le pétrole et pourtant il y a des femmes fières dans ce supermarché. Comme tu l'as vu, des femmes travaillent dans le pétrole. Oui. Oui, donc... Il n'y a pas de différence entre les hommes.
Oui, Euh, cette période, d'accord? Peux-tu partager avec nous ton avis sur les trains en Espagne par rapport à ceux d'Arabie Saoudite? Oh, c'est un train luxueux, c'est de haute qualité. Oui, tout est... 9-1. Alors, parfois, nous avons des trains diables. Pendant la saison, oui. Par saison, nous entendons le Ramadan et la première saison. Ils relient donc 2 trains. D'accord. Un train. Donc, le nombre de passagers sera d'environ 900 ou 800. C'est beaucoup. Un train uni compte 16 wagons. Un train uni compte 13 wagons, donc ça fait 26 plus ou moins. 25, oui. 26. Merci beaucoup, 1. Salutations. Merci beaucoup, c'était un accord. Eh bien, voilà comment s'est passé le voyage à bord du train espagnol du désert, l'El Talgo saoudien. Très bien, une expérience complète. En plus, je n'ai jamais voyagé en classe affaires, en classe de business, dans un train Talgo. C'était la première fois, il a fallu que ce soit ici, en Arabie Saoudite. Voilà, un train magnifique, caractéristique par son nez en forme de bec de canard, comme... Beaucoup de séries que possède Talgo. Et voilà. Voici la gare de Médina, nous sommes arrivés. Si vous regardez bien, ce n'est pas un bâtiment fermé, mais plutôt une sorte de toile. Géante. D'accord. D'accord, d'accord. Voyons le compatriote. Les gares, sincèrement, sont spectaculaires, diaphanes, énormes, avec une architecture simple mais très belle, hein? Comme vous pouvez le voir, les gares sont exclusivement dédiées aux trains à grande vitesse. Il n'y a pas d'autres quais avec d'autres trains. Non, non, le seul train qu'il y a ici et qui a sa place, c'est le Talgo 350. Les plafonds sont très hauts. Ouais. Je pense qu'ils font facilement 20 mètres, hein? 20-30 mètres de plafond. Une autre. Chose qui attire l'attention, c'est comme s'ils avaient la climatisation à fond dans le train, et puis tu sors du wagon dans la rue et la chaleur te frappe au visage et surtout le corps. Bon là parce qu'il fait nuit et qu'il fait un peu plus frais, mais franchement je vous dis que le train ressemble à un réfrigérateur. Il ne lésine pas sur la climatisation. Merci. Ici à Médine, c'est là où s'est rendu le prophète Mahomet depuis sa ville natale, la Mecque, dans ce qu'on appelle l'Hégire. La migration, en raison des persécutions qu'il subissait à la Mecque, il a dû effectuer cette migration et s'est installé ici à Médine. Et c'est ici qu'il est mort et qu'on l'a enterré dans la cour de sa maison, ce qui était bien car c'est là que les fidèles se réunissaient. Et cette cour, cette maison de Mahomet. Aujourd'hui, c'est la structure monumentale et la mosquée monumentale. Que voyez-vous derrière moi? Cette barrière verte qui sépare l'enceinte de la mosquée du reste de la ville. C'est elle qui délimite le passage entre les musulmans et les non-musulmans. Moi, par exemple, je ne peux plus passer là-dedans. Je ne peux pas franchir cette barrière. Ces dernières années, le gouvernement saoudien a assoupli les mesures qui étaient si strictes au sujet de l'accès à la ville sainte de Médine. Contrairement à la Mecque, qui est strictement interdite aux non-musulmans, il est même interdit de s'approcher à moins de 15 km autour de la Mecque. Tu ne peux pas entrer dans les limites déjà établies de la ville, mais ici à Médine, c'est possible. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet qui disent que Médine est un lieu interdit aux non-musulmans. Mais en réalité, c'est cette barrière qui délimite la zone restreinte aux non-musulmans. En fait, lorsque vous approchez de Médine par la route, sur les panneaux, il n'y a plus l'indication réservée aux musulmans. Maintenant, ils indiquent simplement le nom de la mosquée. C'est incroyable la taille des bâtiments et des hôtels qui ont été construits autour de la mosquée de Médine et celle encore en construction ou en travaux.
En plus de l'agrandissement de la mosquée, la deuxième plus grande du monde, de nombreux nouveaux hôtels sont en construction. Des bâtiments élevés de 10 à 20 étages. Après avoir visité la ville sainte de Médine, je vous invite à m'accompagner, à découvrir le désert saoudien. Allons-y. La première étape de cet itinéraire, le désert saoudien. C'est la ville d'Al-Oula, une ville située à environ 300 km au nord de Médine, en traversant tout le désert et qui abrite divers sites archéologiques. L'un de ces sites, Egra, est connu comme la petite sœur de Pétra, ou la deuxième Pétra, car elle a également été construite par les Nabatéens. Et elle lui ressemble beaucoup, étant donné que ce sont des constructions qui sont intégrées dans la roche. Dès que je suis sorti de la ville de Médine, j'ai pu voir ce qui sont déjà les débuts du désert, bien que la première chose que vous voyez en sortant de la ville, ce sont de nombreux champs. De cultures de dattes, avec plein de palmiers et quelques dromadaires errant sur la route. Le paysage que vous verrez, c'est un mélange de montagnes très arides, de terres sablonneuses et bien sûr du sable classique du désert, avec une couleur entre ocre et rougeâtre et une multitude de pierres noires également. Les routes en général sont en parfait état, une voie pour chaque sens avec un large accotement, mais on voit qu'elles sont encore neuves et il n'y a presque pas de circulation. En fait, là où je me trouve maintenant, après avoir parcouru environ 150 km au nord de Médine, plus ou moins, on ne voit presque aucune agglomération de part et d'autre et il n'y a plus de couverture téléphonique depuis un certain temps. La particularité d'Al-Oula, c'est qu'elle a toujours été complètement une énigme pour le reste du monde. Comme l'Arabie Saoudite était fermée au tourisme et que ce n'est que ces dernières années, depuis 2019, que l'Arabie Saoudite s'est ouverte au tourisme. Elle a commencé à devenir la pierre angulaire autour de laquelle tourne cette industrie croissante et toute nouvelle. Ici, en Arabie, la route commence à serpenter entre des formations rocheuses. C'est aussi ce qui caractérise Al-Oula, sinon plus que tout le reste, en dehors de ces sites architecturaux. Et cela laisse une impression visuelle comme si, je ne sais pas, comme si tu étais dans le désert. De l'Arizona ou de l'Utah, si célèbre. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Devant moi, il y a le camion-citerne, rempli d'essence. Et il dégage une forte odeur d'essence, en fait. Et si vous regardez la roue droite, arrière, elle laisse échapper un liquide. Et c'est de l'essence qui fuit. Ici, avec trop d'essence, ça leur est égal. Quel danger. Et là, à droite au fond, les premières ruines de ce complexe architectural. Enfin, nous sommes à Al-Oula, un lieu déjà visité par beaucoup. 5 grandes civilisations au cours des 3 derniers millénaires, et nous pouvons en retrouver la trace dans toute cette vaste région couvrant une grande zone. Des milliards d'hectares et qui inclut même une oasis. C'est pour cela qu'ils sont restés ici. Ces civilisations ont trouvé où s'installer. Le contraste est spectaculaire entre ces énormes formations rocheuses façonnées par le temps ainsi que par l'érosion du vent et de l'eau. Avec le vert des palmiers et d'autres arbres qui abondent ici, on peut imaginer comment c'était il y a 3000, 2000, 1000 ans. Des caravanes commerciales passaient par ici, qui reliaient les routes de la péninsule arabique avec l'Afrique, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, et qui s'étendaient ensuite vers des régions comme l'Europe et la Chine. Cette civilisation nabatéenne a connu son apogée. Pour que nous puissions nous faire une idée, c'était entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. Les recherches archéologiques et historiques nous indiquent qu'en l'an 106 après Jésus-Christ, il est possible que ce soit devenu un poste contrôlé par l'Empire romain.
Récemment, on a découvert les vestiges d'une tombe commandée par une femme nabatéenne importante et dont le visage a pu être reconstitué numériquement par les archéologues. C'est incroyable ce qu'ils ont construit ici, en plein milieu du désert. Ils sont en train de construire un complexe touristique, même résidentiel, de luxe, avec toutes sortes d'excentricités. Permettez-moi de le dire ainsi, vous verrez que tout est sans dessus-dessous en construction. En plus, avec des hôtels très luxueux, on voit qu'ils misent beaucoup sur le tourisme de luxe ici, en jetant un coup d'œil rapide à ce que ça coûte. Chaque chambre, il y en a des moins chers, à partir de 100 €, 80 €. Pour vous donner une idée, ça peut aller jusqu'à 1000 ou 2000 € la nuit. Ils ont même un Burger King ici, en plein milieu du désert. Si vous aimez le tourisme de nature, d'histoire, l'archéologie, ou simplement visiter des endroits sans trop de traces humaines, contemporaines, ici, j'en doute beaucoup. C'est comme un mélange de parc à thème, historique, archéologique. Parmi d'autres sites, nous pouvons en trouver ici à Alula. C'est la vieille ville d'Alula, pleine de passages sinueux, étroits comme celui-ci. Une ville au milieu du désert, qui a survécu jusqu'en 1980 pendant plus de 12 siècles. Depuis que l'islam a commencé à se répandre sur ces terres au 7e siècle. Au début du 7e siècle, c'est précisément la propagation de l'islam qui a fait croître ces lieux habités, ces villes. Toutes ces maisons que nous voyons ici sont de 2 ou 3 étages. Et on voit à peine les rues. Typique des villes dans les déserts, des rues très étroites, pour éviter que le soleil les brûle et maintenir la fraîcheur dans les maisons. Une chose très curieuse que je viens de lire, c'est qu'ici, au sommet de cette colline, de ce rocher, se trouvait le pleureur de Crayer. J'ai lu, je ne sais pas comment le traduire. Il y avait une personne qui criait à tout le village. Les objets perdus et retrouvés à la recherche de leur propriétaire. Si l'objet était retrouvé par son propriétaire, la personne qui l'avait crié et qui l'avait annoncé recevait un petit pourcentage en fonction de la valeur totale de l'objet. Imaginez quel commerce dans une ville traversée par des millions de pèlerins. Des commerçants au fil des siècles, ça fait réfléchir. L'ingéniosité humaine cherche toujours comment gagner de l'argent, surtout quand on est entouré de commerçants. Alula était très connu dans la région pour ses dattes savoureuses et pour les différentes variétés d'agrumes qui pousseront dans l'oasis, que j'ai juste derrière moi. Pendant les mois chauds de l'été, les familles à commande d'agriculteurs se déplaçaient du centre-ville vers leurs fermes, situées à la périphérie de la ville. Les terres fertiles et humides que fournissait l'oasis. Ils se consacraient également à la culture de certaines céréales, de légumes et de végétaux. Voici l'ancienne ville, juste au pied de ce rocher, et là-bas, au loin, en blanc, la ville nouvelle, où les anciens habitants de cette ville ont déménagé. Eh bien, de nouveau sur la route, donc cette fois en direction de Jail, une ville à mi-chemin entre Alula et Riyad, où je me dirige enfin en traversant tout le désert. J'ai environ 4h30 devant moi, donc je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. Ce sera la nuit. La vie nocturne de cette ville, sinon il fera déjà jour. Je suis sûr que c'est très différent de ce que nous avons vu à Djeddah et à Médine. L'une des choses qui a attiré mon attention sur ces routes du désert, en plus d'être isolées de peu de tout point habitable, c'est le nombre de panneaux de précaution. Vous pouvez en trouver qui avertissent du possible passage de chameaux ou de dromadaires sur la route. Mais pas seulement des dromadaires, aussi des gazelles. J'ai vu... Attention à la musique qui passe à la radio saoudienne. C'était impensable il y a une décennie, ici, avec la musique électronique traversant le désert. Là, ça sonne déjà plus arabe.
attention à l'électronique. Attention. Électronique, attention à l'électronique. Avez-vous une voiture? Café, ici. Un petit arrêt technique. Pour prendre un café au milieu du désert. Il y a ici comme une station-service, une petite localité, et je vais accompagner le café avec quelque chose à manger aussi. Regardez pour que vous jetiez un œil à quoi ressemble cet arrêt, une sorte de station-service. Il y a plusieurs buffets ou 3 restaurants comme ce buffet, quelques magasins de produits aussi, et quelques stations-service. Et ce qui ne peut pas manquer, une mosquée là-bas au fond. Ici, les gens sont assis tranquillement sur le canapé, mangeant et se détendant. Il me semble qu'il n'est pas encore 20h. La nuit est déjà tombée, complètement noire, et c'est difficile, hein? Conduire pendant autant d'heures sur une route pratiquement droite, sans aucune lumière. Sous-titré « Voyons si le café m'aide. Il me reste 250 ou 300 km tank. » Et ce que j'ai commandé, alors? On dirait un durum au poulet. Ils avaient sans là-bas un ragoût de poulet frit. Et tout ça a coûté 8 rials le café et le poulet, ce qui fait environ 2 €. La voiture ici, par excellence, c'est le pick-up. Et ce garçon qui avait l'air d'avoir 16 ou 15 ans vient juste de sortir de cette voiture. Mais si vous regardez l'antenne, cette énorme... L'antenne, c'est au cas où tu te perds au milieu de nulle part, pour appeler à la radio. Les distances sont immenses et la région quasi déserte. 2e café. En moins de 20 minutes, je ne veux pas m'endormir au milieu de la route. J'ai regardé Google Maps, il n'y a presque pas de village. Et qui sait quand je pourrai reprendre un café? Peut-être que je passerai 3 heures sans rien voir. Bon, j'exagère un peu, mais 2 heures, 1 heure et demie, c'est sûr, et si la fatigue me prend, je suis foutu. Regardez la station-service. Je ne l'ai pas précisé, mais je me suis arrêté pour faire le plein. Et pour 60 rials, ça fait à peu près 15 €. J'ai fait le plein du réservoir. Pratiquement, il restait... Quelques traits étaient déjà en réserve, pour 15 €. C'est-à-dire que l'essence est vraiment bon marché ici, et ils n'ont que de l'essence 91 et 95, ils n'ont pas de diesel, ni de trucs bizarres au gaz, ni d'autres carburants ou hydrocarbures. Et ça coûte 2 rials, voire moins de... 2 rials, c'est moins de 50 centimes d'euros. Je viens de lire un panneau qui disait « Prochaine station-service dans 140 km ». Les distances en Arabie Saoudite. Elles sont gigantesques. Ce pays est immense, vous n'avez pas idée? D'Aloula à Riyad, c'est 11 heures en voiture. Je crois que c'est presque 1000 km, et pourtant, ce n'est même pas traverser le pays. D'un bout à l'autre. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. D'accord, Choukra. Combien coûte 7 km? 90, 50, 50, 50 rials. Bonjour depuis les hauteurs d'Israël.